Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la belle radio et télé. Il est 20h30 à Bitam au Gabon, 20h30 également à Bouya, une région au sud-ouest du Cameroun. Voici les titres de votre journal. Au Cameroun, une conférence générale de tous les anglophones convoquée en août. L'initiative est du cardinal Christian Toumi. Plus de 600 millions de francs CFA déjà collectés pour venir en aide aux victimes de l'affaire Jean-Pierre Bemba. La championne ivoirienne Muriel Aouré, forfait pour les championnats d'Afrique 2018 au Nigeria. 20h30, Robert Adondé. Merci de nous rejoindre pour vous dont c'est le cas et ce soir nous vous proposons d'ouvrir cette édition avec le Cameroun. Cameroun où les élections présidentielles sont imminentes, seulement la crise anglophone continue de peser lourdement sur le processus. Dans la perspective d'en sortir définitivement, le cardinal Christian Toumi, avec le soutien des grands dignitaires des autres confessions religieuses, a convoqué une conférence générale de tous les anglophones à la fin du mois d'août dans une région au sud-ouest du Cameroun qui s'appelle Bouya, le point d'Alex Berriot-Momra. La présidentielle camerounaise du 7 octobre 2018 a entamé son compte à rebours depuis la convocation du corps électoral au 9 juillet et plus concrètement depuis le 19 juillet, date de clôture du dépôt des candidatures. Les grandes manœuvres ont depuis lors commencé. Dans le camp de Paul Biya, le président candidat, les partisans se déploient et les observateurs comptent les hommes clés. Une garde rapprochée, selon le confrère parisien Jeune Afrique, dans laquelle on compte entre autres des nationaux tels Philemon Yang, Premier ministre depuis 9 ans, Chantal Biya, son épouse, avec son vaste réseau d'ONG, mais aussi des étrangers tels le communicant français Stéphane Fuchs, vice-président d'Avas. Mais l'actualité la plus importante de ces derniers jours dans ce contexte préélectoral est incontestablement la convocation par le cardinal Christian Toumi, originaire de la région anglophone du Nord-Ouest, d'une conférence générale de tous les anglophones du 29 au 30 août 2018 à Bouya, capitale de la région anglophone du Sud-Ouest. Objectif, stopper la violence sécessionniste qui ravage les deux régions anglophones du Cameroun depuis 2 ans et qui pourrait embraser finalement tout le pays. Les leaders religieux, toute obédience confondue, que l'archevêque émérite de Douala a associé à cette initiative, se disent prêts à servir de facilitateurs entre le gouvernement camerounais et les sécessionnistes pour mettre fin à ce conflit à travers un dialogue national franc, inclusif et complet sur le problème anglophone. En Côte d'Ivoire maintenant, le Front populaire ivoirien, tendance Afin-Guessan, a tenu son 4e congrès ce week-end. Le président du FPI a lancé un appel à ses adversaires de la tendance Sangaré, un appel à revenir à la maison car leur aventure ne saurait prospérer autrement. Pendant ce même temps, le président Laurent Gbagbo, quant à lui, demande à la Cour pénale internationale de le libérer. Nous resterons avec Alex Berriot-Momra. Ouvert vendredi 27 juillet au Palais des Sports d'Abidjan, les travaux du 4e congrès du Front populaire ivoirien FPI, tendance Afin-Guessan, a clos ses travaux ce samedi 28 juillet sur une conviction et 2 appels. La conviction que l'élection présidentielle de 2020 est à la portée du parti créé par Laurent Gbagbo, se fondant sur les dissidences entre les alliés du RHDP. Afin-Guessan a ainsi lancé l'appel pour la constitution d'une alliance avec toutes les formations politiques et tous ceux et celles désireux de mettre un terme au régime de Ouattara. Les yeux doux fortement appuyés vers le PDCI, l'un des piliers les plus robustes du projet RHDP, bien représenté aux travaux. L'autre appel est adressé aux camarades adversaires du FPI, dits des fidèles, animés par Sangaré Abdourahmane. Afin-Guessan a invité ceux qu'on appelle les frondeurs à la responsabilité, la respectabilité et être digne de confiance, martelant que c'est une situation qui ne peut pas prospérer dans la durée. Dans le camp Sangaré, l'on annonce justement un congrès le 4 août prochain, assise au cours desquelles Laurent Gbagbo devrait être plébiscité candidat à la présidence du parti et donc à la présidentielle de 2020. Laurent Gbagbo, actuellement détenu à la CPI et qui demande à cette dernière de l'acquitter de tout crime contre l'humanité et à le libérer. Pour ses avocats, les éléments présentés par le procureur sont insuffisants pour prouver les charges à l'encontre de leurs clients au-delà de tout doute raisonnable. Un scénario à la Jean-Pierre Bemba en RDC,
Peut-être. Nous parlerons maintenant de la coopération entre l'Inde et l'Afrique et il a été observé que le partenariat commercial depuis 2001 jusqu'à 2014 entre l'Afrique et l'Inde a décuplé. Un état de choses qui explique aujourd'hui que l'Inde soit devenue le 4e partenaire commercial du continent africain. Georges Aboké. Selon un rapport conjoint d'Afreximbank, la Banque africaine d'import-export, et d'Exim Bank of India, la Banque indienne d'export-export, rapport intitulé « Approfondir le commerce sud-sud, une analyse de l'Afrique du commerce et des investissements indiens », rapport présenté à Abuja le 12 juillet 2018, le commerce bilatéral entre l'Afrique et l'Inde est passé de 7,2 milliards de dollars en 2001 à environ 78 milliards de dollars en 2014 pour ensuite se contracter à environ 55 milliards de dollars en 2017. Le commerce avec l'Inde représentait plus de 6,8% du commerce africain en 2017 contre 2,7% en 2001. Tandis que pour l'Inde, les échanges avec l'Afrique représentent à présent environ 8% de son commerce. Selon ce rapport, les exportations de l'Afrique vers l'Inde sont essentiellement composées de pétrole brut et de produits primaires, tandis que les exportations de l'Inde vers l'Afrique sont plus diversifiées et comprennent davantage de produits manufacturés et à contenu technologique. L'étude suggère que les efforts continus de l'Afrique pour diversifier les sources de croissance et sa transformation structurelle devraient voir évoluer la composition du commerce vers une plus grande proportion d'exportations manufacturées non traditionnelles et agro-industrielles de l'Afrique vers l'Inde. Le fonds d'aide aux victimes dans l'affaire Bemba en République centrafricaine plutôt, est à pied d'œuvre dans le pays. Les moyens dont il dispose actuellement ne couvrent pas les besoins de toutes les victimes. Seulement 650 millions de francs CFA ont été mobilisés. Aziz Adewale Nchandi. La mission du Fonds pour les victimes dans l'affaire Jean-Pierre Bemba en République centrafricaine tient à confirmer l'engagement de la justice internationale à leur profit. Cette initiative vise à répondre aux préjudices subis par les victimes et leurs proches en leur portant assistance. Seulement, les ressources mises à la disposition du fonds sont largement insuffisantes. Il dispose d'une enveloppe globale de 655 millions de francs CFA pour 5000 victimes déjà répertoriées. La représentante locale des victimes, maître Marie-Édith Douzima, estime qu'il reste à faire un travail de terrain pour y voir clair. L'assistance du fonds se fera au niveau physique, psychologique et socio-économique. La mission, qui reviendra en septembre, fera le tour des provinces où le nombre des victimes de crimes à caractère sexuel et sexiste est significatif selon les organisations de défense des droits de l'homme. Parlons maintenant éducation et nous dirons que les assises du 3e comité d'orientation du programme régional d'éducation et de fondation des populations pastorales dans les zones transfrontalières a pris fin à Cotonou au Bénin. C'est une initiative du ministère béninois de l'enseignement supérieur. Nathalie Ella nous en fait le point. Des assises riches qui ont tenu toutes leurs promesses selon les partenaires de la coopération suisse. C'est un programme qui consiste à soustraire les communautés pastorales de l'analphabétisme endémique dans lequel sont plongées les populations. Cette 3e rencontre devrait permettre aussi un meilleur accès à l'emploi pour de nombreux jeunes des zones transfrontalières à travers le développement de leurs compétences professionnelles grâce à l'appui de cette coopération suisse, laquelle ajoute que l'éducation et la formation professionnelle sont 2 facteurs déterminants dans les zones transfrontalières de la CEDEAO et de l'UEMOA. Les États de l'Ouest du continent veulent ainsi améliorer la transhumance apaisée entre populations de l'espace UEMOA et les éleveurs du Sahel. Pour les associations vivant dans les zones UEMOA et CEDEAO, de telles rencontres sont à saluer car elles permettent la réduction de la marginalisation sociale, politique et économique de ces communautés. Une rencontre qui a duré 72 heures. Direction le Burkina et plus précisément la capitale Ouagadougou qui a abrité la première édition de la conférence internationale des villes intelligentes, des villes et communautés intelligentes. C'est une rencontre entre experts africains, américains et européens qui a été l'occasion pour les responsables de l'Agence nationale burkinabé de promotion
d'éthique, technologie de l'information et de la communication de présenter le projet e-Burkina. Charlène Medza. Du 24 au 26 juillet, la ville de Ouagadougou a accueilli la première conférence internationale sur les villes et communautés intelligentes. Cette rencontre avait pour but de soutenir l'ouverture de l'université de Ouaga 1 vers les problèmes posés par le développement des villes intelligentes. Les chercheurs européens, américains et africains se sont joints aux chercheurs locaux pour fédérer leurs connaissances sur la question des villes intelligentes. Les travaux et expériences ont été exposés ainsi que les résultats de recherche dans le domaine dans le but de tirer exemple des modèles de villes intelligentes sur le continent africain. Dans le même sens, les chercheurs locaux ont proposé le projet e-Burkina, plus connu sous le nom d'e-Gouvernement ou e-Gov, dont la plupart des services seront mis en exploitation à partir de 2019. Ce projet vise à appuyer la mise en œuvre d'une stratégie de gouvernance en ligne pour améliorer les services offerts par l'État aux citoyens, appuyer la mise en place des services pour le secteur rural et inaugurer une ère de données ouvertes. e-Burkina aidera également à renforcer l'actuel guichet virtuel de l'administration publique en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités et à dématérialiser la gestion du courrier au niveau de l'administration. Notre page santé nous fait revenir au Bénin, toujours avec une rencontre, mais cette fois-ci, ce sont les experts de la santé des pays membres de la CEDEAO qui se sont réunis à Cotonou, capitale béninoise, afin de réfléchir sur un projet dénommé SHRE. C'est un projet qui signifie santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes dans l'espace CEDEAO. Un projet d'un montant de 6,6 millions d'euros qui s'étendra sur une période de 2 ans à compter de 2019. Laetitia Ngalibika. Le Bénin a été l'espace qui a accueilli les réflexions qui précèdent le lancement du projet SHRE sur la santé sexuelle des jeunes. Considéré comme un pilier essentiel pour atteindre les objectifs continentaux et mondiaux de développement qui s'imposent aux pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la santé sexuelle des jeunes a focalisé les attentions, car la prospérité du continent est aussi basée sur une croissance inclusive et un développement durable que les pays doivent atteindre à l'horizon 2063. Et pour parvenir à ce résultat, eh bien, tous les pays doivent compter sur la santé des adolescents et des jeunes. C'est dans ce cadre que l'Organisation ouest-africaine de la santé, avec l'appui technique et financier du Royaume des Pays-Bas, qui a pour l'occasion mis en place le projet Sexual and Reproductive Health of Adolescent and Young People, en abrégé SHRE in ECOWAS, a réuni un certain nombre d'experts. Le dit projet a été lancé à Cotonou au Bénin ce 27 juillet. Il va contribuer à améliorer la santé sexuelle des jeunes. Le coût de ce projet est estimé à 6,6 millions d'euros et s'étendra sur une période de 2 ans à compter de janvier 2018. Il s'agira de l'accroissement de la disponibilité, de l'accessibilité et de l'utilisation des contraceptifs et des services de santé sexuelle et génériques de qualité, y compris l'adoption de changements de comportement sexuel positifs. En prélude au lancement officiel du dit projet, un atelier technique de 2 jours a été organisé les mercredis 25 et jeudi 26 juillet dernier, toujours à Cotonou, pour équiper les acteurs concernés sur comment traiter la question à travers les actes stratégiques, le mode opératoire, les rôles et responsabilités. À noter que cette rencontre a rassemblé une 60aine de personnes. Les ressources en énergie renouvelable restent inégalement exploitées. Pendant que 645 millions d'Africains vivent sans électricité, certains dirigeants, certaines réflexions se posent ou se font sur maintenant les énergies renouvelables et les énergies solaires, entre autres. Emmanuel Ntougou. Les situations sont extrêmement variables de l'un à l'autre des 54 pays. Par exemple, 94% de l'électricité d'Afrique du Sud provient du charbon, tandis qu'au Kenya, le mix énergétique est beaucoup plus varié. 38% d'hydroélectricité, 31% de géothermie et 29% de solaire thermique. À l'échelle du continent, l'exploitation des énergies renouvelables reste largement minoritaire, alors que les réserves d'énergie hydraulique, 1100 TWh, ne sont exploitées qu'à 8%, tandis que le potentiel en énergie géothermique de la vallée du Rift, estimé à 9 gigawatts, n'est exploité qu'à 6%. En matière d'énergie solaire, l'ensoleillement moyen des pays africains est 2 fois plus élevé qu'en Europe, avec une moyenne vaguant entre 1750 kWh par an et 2500 kWh par an, contre 1150 kWh par an en Allemagne. Les pays les plus ensoleillés au monde sont le Tchad, l'Égypte et le Kenya. Par contre, certains pays misent de manière remarquable sur les énergies solaires
nucléaire ou hydraulique. C'est le cas de l'Éthiopie, dont la production d'électricité repose à 93,90% sur les énergies renouvelables, suivi par la Zambie, 88,86%, le Mozambique, 87,63%, ou encore la Tanzanie, 85,62%. Ces exemples sont très prometteurs, néanmoins d'après la Banque mondiale. Malgré les ressources importantes que le continent dispose, de nombreux obstacles demeurent au développement des énergies renouvelables. Parmi eux, on trouve spécialement les coûts de transaction élevés ainsi que la fragmentation du marché. L'artiste ivoirien Abou Nidal, engagé dans la cause de l'éducation des jeunes à travers une fondation dénommée Ouarabatour, a récompensé des centaines d'élèves de Yamoussoukro, capitale politique et administrative de Côte d'Ivoire, des élèves ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires pour le compte de l'année académique qui s'achève. Marie-Paul Redombina. Après d'autres villes et plusieurs établissements scolaires, secondaires et universitaires de Côte d'Ivoire, le tour est revenu aux élèves de Yamoussoukro d'être récompensés pour les efforts fournis durant l'année scolaire qui s'est achevée. Ces efforts ont été récompensés par l'artiste international, co-créateur du coupé décalé, Abou Nidal, accompagné par Ivoire TV Music, la chaîne dont il a la charge de la direction artistique. Alors les enfants, nous sommes venus ce matin pour vous encourager, pour faire passer un message. Le projet a été mis en place dans le but d'encourager l'éducation et lutter contre l'école buissonnière. Il faut rappeler que l'artiste ivoirien Abou Nidal, de son vrai nom Aboubacar Doumbia, est spécialisé dans le coupé décalé. Il est également le créateur du concept de la chaussure qui part. C'est maintenant le moment de regagner l'océan Indien avec nos confrères et partenaires du groupe de presse La Sentinelle pour notre rubrique La Minute Info. Bonsoir à tous, à la une de l'actualité de ce samedi 28 juillet. Conférence de presse politique hebdomadaire consacrée largement au rapport de la commission d'enquête sur la drogue. Paul Béranger et Xavier Luc Duval ont tous les deux salué les recommandations de la commission quant à la répression contre les consommateurs de drogue, rappelant tous les deux les propos du ministre Mentor qui prône, lui, le durcissement des sentences contre les consommateurs. Roubina Djadou John Bocus n'en démord pas. Le rapport de la commission d'enquête sur la drogue est unfair contre elle. Lors de sa conférence de presse cet après-midi, elle estime que d'autres avocats qui ont été blanchis ont effectué plus de visites qu'elle en prison. De plus, elle se demande pourquoi la commission ne l'a pas convoquée une seconde fois. La route a encore fait une victime ce samedi 28 juillet. C'est à La Golette que la voiture de cette sexagénaire a dérapé pour finir sa course contre une main courante. Un homme et un enfant aussi présents dans la voiture sont à l'hôpital. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur l'express.mu. La sprinteuse internationale d'origine ivoirienne Muriel Aouré a déclaré forfait au championnat d'athlétisme 2018. René Ovono. Voilà une chance de médaille qui s'envole pour la Côte d'Ivoire. La sprinteuse du pays de la Lagune des Briers, Muriel Aouré, ne participera pas au 21e championnat d'Afrique d'athlétisme prévu du 1er au 5 août prochain à Asaba au Nigeria. L'Abidjanaise, par ailleurs champion du monde 2018 du 60 mètres et vice-champion du monde 2013 sur 100 et 200 mètres, absente dimanche dernier au meeting de Londres en Grande-Bretagne, s'est retirée de la course au dernier moment. La tenante du titre sur 100 mètres a dû jeter l'éponge à cause d'une réaction allergique sévère. L'Ivoirienne, qui a informé l'opinion publique sur son état de santé, a ainsi décidé de rentrer aux États-Unis où elle s'entraîne pour voir son médecin afin d'évaluer la gravité et proposer un traitement adéquat, tout en ajoutant qu'il lui faudra quelques jours de repos et devra donc rater le rendez-vous d'Asaba. Toutefois, Muriel Aouré a tenu à souhaiter le meilleur aux athlètes de son pays qui participeront à ces championnats d'Afrique. La Côte d'Ivoire pourra néanmoins compter sur Marie-Josée Talou. La sprinteuse de poche est en grande forme et explose les records personnels depuis le début de la saison. À présent, ce sera hors de nos frontières que nous irons prendre le pouls de l'actualité avec Le Monde en bref, signé Aziz Adewalen Tchandi. L'ex-président catalan Carles Puigdemont est de retour en Belgique après que Madrid a abandonné le mandat d'arrêt émis contre lui. Carles Puigdemont a été accueilli par son successeur Quim Torra et d'autres personnalités catalanes qui vivent également en exil.
Les Péruviens disent non aux affaires de corruption en Syrie qui gangrènent la classe dirigeante de leur pays. Les forces anti-émeutes ont reçu des jets de pierre des manifestants. Elles ont répliqué par des gaz lacrymogènes. L'incendie survenu au nord de la Californie aux États-Unis a déjà fait 2 morts selon un dernier bilan. Il s'agit de 2 sapeurs-pompiers. Le feu a gagné une ville voisine et les autorités ont évacué d'urgence 37 000 personnes. La 19e étape du Tour de France a été marquée par la victoire du Slovène Primoz Roglic qui a éjecté Christopher Froome du podium. Primoz Roglic a pris le meilleur sur Christopher Froome à l'étape des montagnes. Le Slovène peut rêver de la 2e place au final après cette victoire importante selon les spécialistes. L'enfant ne voit pas debout ce que l'adulte voit assis. L'enfant ne voit pas debout ce que l'adulte voit assis. Ainsi prend fin cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Label Radio et Télé. Merci de votre bienveillante attention. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.